À propos de Daesh, on parle de terroristes. Alors c'est vrai, le mot est fort, terroriste, terreur. Mais est-ce qu'on ne devrait pas parler d'une armée? Oui, la question est bonne parce que, contrairement à ce que d'aucuns voudraient penser ou faire croire, Daesh aujourd'hui est organisé comme un État. Il ne lui manque guère que la reconnaissance internationale pour constituer un véritable État. Il a un territoire qu'il contrôle, il a une administration, cette administration soutient la vie des citoyens qui habitent l'espace contrôlé par Daesh, il a un ministère des Finances, il a un ministère des Relations extérieures, il a même un ministère pour préparer, semble-t-il, les attentats. C'est une véritable structure qui ressemble à un État et qui se fait appeler État. Dans ces conditions, il a aussi des troupes. Je crois que les troupes aujourd'hui, c'est de l'ordre de 30 000 hommes. 30 000 hommes dont on dit que 5 000 proviendraient de nations étrangères à la zone Syrie-Irak. Donc on a face à nous une véritable structure militaire assez puissamment armée. Ils n'ont pas, à mon sens, aujourd'hui d'aviation, mais enfin, ils ont la possibilité d'utiliser des missiles sol-air, sous réserve d'être à proximité de la zone contrôlée par Daesh. On s'aperçoit, alors ça c'est la vision de ce qu'est Daesh aujourd'hui. Ce qui est surprenant et qui peut soulever une interrogation, c'est de constater que dans le même temps, Daesh aujourd'hui multiplie les attaques à l'extérieur. Attaque bien sûr contre la France, attaque contre les Russes à Sharm el-Sheikh, attaque contre les Turcs dans cet attentat, attaque à travers des attentats échoués en Belgique et ailleurs. Pourquoi Daesh fait-il cela? Je crois qu'il y a peut-être deux explications possibles. La première, c'est qu'on sait très bien depuis plusieurs mois que Daesh a de gros problèmes pour recruter des acteurs, pour recruter des soldats, pour recruter des militants de leur projet. Ça, c'est un premier point. Et donc, il multiplie les actions à l'extérieur pour se faire connaître et pour susciter des ralliements enthousiastes parce que chaque attentat réussi est une espèce de promotion, de publicité pour Daesh. Le deuxième point, c'est de constater qu'au-delà des problèmes de recrutement, Daesh aussi connaît quelques échecs sur le terrain. A perdu récemment une ville importante pour eux et qu'ils veulent détourner l'attention des recrues potentielles à l'extérieur de leurs échecs en s'appuyant sur les succès qui sont constitués par ces attentats réussis. Alors, on parlait tout à l'heure de savoir quelle peut être la méthode pour éliminer, éradiquer Daesh. Je relisais cet après-midi encore les propos du chef d'état-major des armées françaises qui affirmait que une lutte contre Daesh était possible, était envisageable, on pouvait imaginer éradiquer Daesh, mais que ce serait d'abord un combat lourd et difficile, long, car Daesh est installé dans des villes, dans des groupes urbains, à l'intérieur desquels il se dissimule, et qu'il est très difficile d'aller chercher les combattants dans la population sans prendre de risques énormes, bien évidemment, de dégâts collatéraux. Le plus important, c'est qu'au-delà du combat, il convient d'imaginer qu'on ne peut rencontrer un succès dans la lutte contre Daesh que si on prévoit l'avenir, c'est-à-dire la reconstruction, la réhabilitation, la création de nouvelles élites. Le chef d'état-major
l'a parfaitement défendu, cette idée. Et ça, l'expérience prouve que ça se compte en dizaines d'années. Exemple, la FINUL, installée depuis maintenant un grand nombre d'années, ou la MONUC, au Kosovo. Les deux organismes réussissent, mais ont plusieurs dizaines d'années, oui pour la MONUC, c'est un peu, si c'est vrai aussi pour la FINUL. Donc si on veut éradiquer Daesh, ce n'est pas inenvisageable, ça demande, d'y attribuer des forces importantes pour la bataille et emporter la bataille contre une armée qui fera de l'ordre de 30 à 50 000 hommes. Et puis il faut après y consacrer des moyens lourds pendant plusieurs dizaines d'années pour pouvoir reconstruire. Bien sûr, ça n'est pas à la hauteur des moyens français. Ce n'est même pas à la hauteur des moyens français et américains. C'est à la hauteur de moyens qui pourraient être américains, européens, nécessairement russes, et pour ma part, je pense qu'il faut y associer l'Iran. Pourquoi? Parce que Russes, Américains, Français, Russes, Américains et Européens, ça ressemble un peu trop à une croisade. Et ça aura très mauvaise presse dans le monde arabe. On me dira qu'il y a bien les musulmans turcs. Malheureusement, les musulmans turcs ne sont pas arabes et ça ne compense pas l'absence. Alors les Iraniens ne sont pas plus arabes, mais enfin, ils sont considérés plus comme fidèles aux convictions musulmanes que les Turcs qui vivent sous un régime qui jusqu'alors était en partie laïque. Donc, voilà ce qu'on peut... L'ennemi, il est là, on peut le désigner comme tel. Les moyens pour le détruire, on peut en faire l'évaluation. Que fait la France là-dedans aujourd'hui? Eh bien, la France est engagée d'abord dans la coalition dirigée par les Américains sur l'Irak, puis a étendu son action sur la Syrie. Frappée par l'attentat du 13 novembre, elle a décidé d'accroître sa participation à cette coalition et à la frappe qui s'applique en Syrie contre Daesh. Est-ce utile? J'ai la conviction que c'est utile car ça met une pression très forte contre Daesh. Est-ce suffisant? Certainement pas, comme vous l'avez compris, puisqu'il va falloir aller au-delà si on veut véritablement détruire Daesh. Ce n'est pas avec les seuls moyens du porte-avions français, même intégré dans une coalition dans laquelle nous représentions en termes de frappe aujourd'hui, je ne crois pas plus de 3% des frappes, que nous pourrons véritablement réduire, éliminer, éradiquer Daesh. Il faut aller sur le terrain. Et aller sur le terrain, ça veut dire qu'il faut une coalition internationale très élargie. Je pense que globalement, il faut une action sur le terrain. Cette action sur le terrain devra être faite par une coalition. Quelle sera notre place dans la coalition? Je suis totalement incapable de le dire aujourd'hui, et ça sera d'ailleurs un choix politique qu'aujourd'hui je ne connais pas, mais évidemment, il faudra une action sur le terrain, c'est une certitude, si on veut véritablement traiter ce problème. Il faudra probablement que les Français fassent partie de cette action sur le terrain, pour tenir notre place, ne serait-ce que comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. À quel niveau le gouvernement français sera prêt à aller pour accompagner cette action terrestre d'une coalition à définir, dans laquelle il y aura probablement d'autres nations que les Américains et les Français. Je ne suis pas capable de le dire aujourd'hui. Tout dépendra des négociations de mise en œuvre de cette coalition dans une opération à terre sous l'égide des Nations Unies. Vous avez parlé de coalition sans jamais citer l'Europe. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un moment où il faudrait que l'Europe pense à avoir des ministres supranationaux, des actions supranationales, et s'engage? Ça, c'est l'idéal.
Je crains qu'aujourd'hui, ça soit du domaine du rêve. La défense européenne est embryonnaire, et encore. Aujourd'hui, les actions militaires sont conduites par les nations, dans des conditions, comme le disent les Américains, ad hoc. Il n'y a pas d'engagement en termes de défense de l'Union européenne à un niveau qui corresponde aux besoins qu'on a actuellement.